Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement, et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement, il veut signer le protocole de Kyoto, eh bien nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. Il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Plus on va dans la mondialisation, plus il faut des structures pour organiser le monde. C'est le pile et face de la même pièce. On ne peut pas dire que le monde est de plus en plus mondialisé et qu'on va continuer à trouver des solutions nationales. Il faut des solutions globales. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde. Je puis vous dire une chose. L'Europe aura une position commune. Ça. Je puis vous dire une deuxième chose. Nous n'accepterons pas seulement une décision. Et je puis vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Attali nous dit la solution c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. Oui, il termine en disant tout ça est une utopie bien lointaine, mais intellectuellement il est obligé de le mentionner. Je trouve ça régulier de sa part. C'est important d'ailleurs, parenthèse sur Marx, parce que je pensais que le capitalisme ne pourrait pas être dépassé nationalement, mais uniquement de façon mondiale. Donc je pense que le socialisme après le capitalisme n'est pas là. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. D'ailleurs quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va faire ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre ou... Non. Ou à la place de la guerre? Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, pardon. Oui. Après la guerre ou à la place de la guerre. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis Le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, il faudrait mieux que ça soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Rappelez, Daniel, qu'on a évoqué tout ça à cette table, hein, là, avec M. Toati, qui ouvre des yeux comme ça. Deuxièmement, Attali n'est pas membre de mon parti quand il dit ça. Hein. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées pour créer les Nations Unies. Elles font commerce de la guerre. Les guerres, comme les ponts, sont des constructions humaines. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il déclenche des événements comme les guerres et les attaques terroristes, les dévaluations et les krachs boursiers, pour que la population les appelle au secours. Et ensuite, ceux-là même qui sont secrètement responsables du problème proposent des solutions à la demande du peuple.
Américains travaillent à la fabrication manuelle de l'instrument des rois. Ils viennent de recevoir une commande de l'Institut du Temple de Jérusalem pour la fabrication d'une pièce identique à celle qu'utilisait le roi David. Cette commande appartient à un projet d'envergure mis sur pied par l'Institut qui collecte tous les éléments qui appartenaient au temple en vue de sa reconstruction. 2000 ans après la destruction du temple sacré, nous sommes de nouveau ici pour accomplir l'ordre, le commandement de Dieu. Bâtissez-moi un temple pour que je demeure avec mon peuple. Le troisième temple qui sera élevé très bientôt et nous préparons ici les éléments dans leur dimension originale, leurs matériaux originaux, comme ils sont décrits dans le livre. على المسجد الأقصى المبارك من أجل بناء الهيكل الثالث على أنقاضه يعني أن إسرائيل تحفر قبرها بيدها. أنا أعتبر أن المسجد الأقصى هو بوابة الحرب أو بوابة السلام. Même si nous pouvons être en désaccord parfois, comme des amis peuvent l'être, les liens entre les États-Unis et Israël sont inaltérables et l'engagement des États-Unis envers la sécurité d'Israël est inébranlable. Vous pouvez me croire, nous aiderons Israël à maintenir la supériorité de sa force militaire dans la région. Lors de sa récente visite aux États-Unis, le président français Nicolas Sarkozy a rencontré les dirigeants de la communauté juive américaine, accompagné du président du CRIF Richard Praski et de son ministre Bernard Kouchner. Lors d'une cérémonie organisée en l'honneur du nouveau locataire de l'Élysée, Sarkozy a mis l'emphase sur l'amitié indéniable qui existe entre Washington et Paris, mais également sur l'importance du combat contre le racisme et l'antisémitisme, avant de réitérer son inconditionnalité à la sécurité de l'État d'Israël. Sur Israël. Bon. Le droit à la sécurité d'Israël, c'est important. Pour moi, c'est capital. Et à partir de ce moment-là, je veux avoir la liberté de dire aux gouvernements successifs israéliens que la France est d'accord ou pas d'accord. Je suis un inconditionnel, moi, de la sécurité d'Israël. Cela n'était pas arrivé depuis la fin de la période coloniale. La France va ouvrir une nouvelle base militaire permanente et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle sera stratégique puisqu'elle va être installée à Abu Dhabi en plein golfe Persique. Elle devrait compter 4 à 500 militaires et sera opérationnelle dans le courant de l'année 2009. Gérard Grisbeck, Antonin Broutard. C'était il y a quelques jours à peine, des vedettes iraniennes entouraient des navires de guerre américains. C'est dire si la tension est vive dans ce détroit d'Ormuz où transite 40% du pétrole mondial. C'est donc ici que la France aura une base militaire dès l'an prochain. Il s'agit d'une politique qui consiste à faire en sorte que la France soit présente là où elle doit être présente. Et elle doit être présente notamment dans une région du monde où il y a des enjeux stratégiques majeurs qui se jouent. Il existait déjà un accord de défense avec les Émirats arabes unis, mais aussi le Koweït et le Qatar. Mais cette fois, l'engagement va plus loin. Il s'agit d'une base permanente, une première en dehors du continent africain. Bonsoir. Bien avant les attentats du 11 septembre à New York, plusieurs rapports du Pentagone préconisaient une réforme du dispositif militaire américain à l'étranger. Eh bien, c'est cette nouvelle cartographie des bases américaines dans le monde que je vous propose de regarder et de placer sur les cartes. Donc, Allemagne, Grande-Bretagne, Corée du Sud, Japon. Les Américains se retirent de ces théâtres où ont pris fin les guerres du siècle dernier. Mais où vont-ils? Eh bien, les forces américaines se rapprochent des foyers où se trouvent les tensions, dessinant un demi-arc de cercle. Europe de l'Est, Moyen-Orient, Caucase, Asie centrale, Vietnam, Philippines et plus au sud l'Australie. Et ce pour faire face à de nouvelles menaces, celles de réseaux terroristes, multinationaux, mobiles, sans territoire fixe, sans armée localisable.
Et puis les avions américains sont autorisés à survoler leurs espaces aériens pour aller vers l'Irak. Au Moyen-Orient, pendant la guerre contre l'Irak, près de 10 000 soldats américains ont été déployés en Arabie Saoudite et la base de Prince Sultan a servi de centre de commandement pour les opérations aériennes. Mais sur le long terme, il n'y aura plus de présence américaine dans ce pays, seulement quelques centaines d'hommes à Dhahran pour entretenir des installations aériennes. Pour Washington, il faut politiquement sortir d'Arabie Saoudite qui a cessé d'être un allié fiable. Et en remplacement, le Pentagone a installé une base de commandement au Qatar pour l'ensemble des forces américaines au Moyen-Orient. La 5e flotte a son siège à Bahreïn et au Koweït, environ 8000 hommes se sont maintenus depuis la guerre de 1991. Allons plus au nord. Depuis l'intervention en Afghanistan en 2001, la présence militaire américaine s'est développée au Caucase, en Géorgie et dans les républiques d'Asie centrale, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan. Et du Caucase à l'Asie centrale, cette présence permet de surveiller le flanc sud de la Russie, qui est un flanc mou, de contenir l'instabilité islamique, de tenter de limiter l'influence de Pékin en Asie centrale et de surveiller cette région riche en hydrocarbures ainsi que les oléoducs en construction. Alors cette présence américaine dans ces régions est-elle durable? En tout cas, elle se prolonge en Ouzbékistan et au Kirghizistan. Sachez par exemple que dans ce pays, chaque décollage rapporte $7 000 et qu'il y en a environ 30 par jour.